Bonjour, je suis ravi de vous revoir, ravi également de revoir Jean-Marc Sylvestre pour faire le point de la situation économique aujourd'hui. C'est réciproque. Bonjour Merci beaucoup Jean-Marc. Donc on nous annonce une nouvelle grève de, paraît-il, très grande ampleur le 7 mars. Où en est-on exactement de ce combat acharné à la fois à l'Assemblée et par les médias interposés pour la réforme des retraites? Je n'ai pas compris que c'était une grève. J'ai compris que c'était un blocage du pays. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de bloquer les activités principales et les grandes voies de communication, avec vraisemblablement une manifestation dans la rue. Alors où en est-on? Eh bien, on en est... c'est où le baroud d'honneur, ou alors le démarrage d'une nouvelle vague de manifestations et de contestations. J'ai tendance à penser que ça va être un baroud d'honneur, parce que le gouvernement n'a pas lâché sur l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a eu tort, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il a maintenu les 64 ans. Il a lâché beaucoup à la périphérie, ce qui permet finalement de donner un peu d'oxygène au système et de convaincre un certain nombre de partisans de voter la loi, notamment sur le champ politique. Par ailleurs, le travail parlementaire se poursuit. Alors, il a échoué à l'Assemblée, mais il se poursuit au Sénat, il reviendra à l'Assemblée, et vraisemblablement, la loi respectera le calendrier qu'on lui avait donné dès le départ. Elle sera appliquée un peu avant l'été, avec une application septembre, qui était un peu l'engagement qu'avait pris Emmanuel Macron, d'abord auprès des Français, puis ensuite auprès, je suis convaincu, des marchés financiers qui attendent ce marqueur-là pour avoir la preuve que la France a décidé d'être un peu plus rigoureuse dans la gestion de ses services publics. Oui, c'est ce que vous aviez dit dans votre dernière intervention, effectivement. J'en suis convaincu. Oui, mais est-ce que la loi telle qu'elle est et telle qu'elle va passer, selon vous et selon également d'autres observateurs, est-ce que cette loi sera suffisante pour maintenir, ramener à l'équilibre les retraites? Elle sera pas forcément suffisante pour ramener à l'équilibre les systèmes de retraite. D'abord parce que cette loi, elle a été fabriquée sur des hypothèses de croissance qui ne sont absolument pas vérifiées et vérifiables à échéance de 5 ou 10 ans. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Est-ce qu'on aura la croissance de 3%? Est-ce qu'on aura une inflation ramenée à son étiage minimum? C'est peu probable. Donc il faudra sans doute revenir sur l'établi avec le même objet juridique et le modifier et le changer. C'est d'ailleurs le pari qu'ont fait un peu les syndicats. Les syndicats sont assez furieux de la situation dont l'Assemblée nationale a maltraité ce texte, et notamment la NUPES, qui a complètement pourri le débat parlementaire. Et qui a donné une image, de la démocratie française absolument lamentable. Bon, et les syndicats considèrent qu'en ne discutant pas au fond de la date de départ à la retraite, c'est-à-dire du coefficient de l'âge, ils n'ont pas pu discuter des trimestres, ils n'ont pas pu discuter éventuellement d'une retraite à points, ils n'ont pas pu discuter d'un certain nombre de choses qu'ils ont. Et ils en veulent énormément à la NUPES et notamment à Jean-Luc Mélenchon. Mais on sait aussi que le Parti communiste, par exemple, qui appartient à la NUPES, enfin qui en fait partie du moins, est fou furieux également de cette situation. Donc globalement, la NUPES s'est un peu, non pas suicidée, mais tiré des balles dans le pied. Il va falloir qu'elle remonte maintenant la pente, ça ne va pas être simple. Et puis les syndicats vont essayer de trouver une sortie qui leur permette de récupérer et de conserver le leadership qu'ils avaient repris sur les mouvements sociaux et le dialogue social. Il faut quand même savoir que depuis 3 ou 4 ans en France, on avait des dialogues sociaux qui étaient sans pilote. C'est-à-dire qu'on avait d'une part les gilets jaunes, ensuite on a eu le Covid, autant d'événements très importants qui ont vraiment bousculé la France. Eh bien, pendant ce temps-là, on avait des syndicats qui étaient totalement absents, totalement marginalisé, totalement... Bon, le président a participé à la marginalisation au départ. Là, il a l'air de vouloir redonner un peu du rôle, de l'influence aux syndicats qui sont prêts à saisir cette balle. Donc il va falloir qu'ils interviennent derrière, à la fois pour les décrets d'application, mais aussi pour préparer éventuellement une amélioration ou des réformes successives de la loi. Mais Laurent Berger, qui est le leadership finalement de cette stratégie d'union syndicale, a toujours dit qu'il
respecterait ce qui sortirait du travail législatif. Il respectera la démocratie parlementaire telle qu'elle aura fonctionné en France. Donc la loi votée sera respectée par les syndicats. Alors là, vous avez parlé des Gilets jaunes. Donc peut-on peut-on espérer ou ne pas espérer un retour en force des mouvements populaires de type Gilets jaunes après le passage de cette loi? Bon, enfin, écoutez, l'histoire ne se répète pas. Ne repasse jamais les plats deux fois. Elle ne se répète pas. On peut s'attendre à toute autre chose. Qui s'attendait de la guerre en Ukraine? Qui s'attendait de ce bouleversement géopolitique auquel on assiste? Qui attendait le Covid? Non. Donc ce que l'on sait, c'est qu'il y a des fondamentaux qui existent. En France, on a une structure économique qui fonctionne relativement bien. On a un appareil industriel qui est en train de se réveiller. On a des entreprises qui ont fait des résultats importants, que l'on découvre d'ailleurs, et on s'étonne d'ailleurs que ces résultats soient importants, comme si on avait espéré que les résultats des entreprises soient catastrophiques. Parce que beaucoup de commentateurs, beaucoup d'analystes, beaucoup d'économistes, beaucoup de journalistes aussi, ont dit énormément de bêtises là-dessus. Il n'y a pas eu de catastrophe économique, il n'y a pas eu de catastrophe sociale liée au Covid, et on en touche aussi les résultats. Il y a une capacité, il y a une résilience formidable de la part des chefs d'entreprise aujourd'hui dans ce pays. Il y a des créations d'emplois, il y a eu 1 million de créations d'emplois l'année dernière. Enfin, on n'a jamais vu. On a quasiment une situation de plein emploi. On n'a pas eu de catastrophe sur l'énergie. On pensait qu'on aurait des pénuries d'énergie. On était déjà en train de mettre des cols roulés, souvenez-vous de ces images, et en train de se dire qu'il faudrait éteindre la lumière la nuit ou les vitrines. Enfin, c'était... Bon, il n'y a pas eu de pénurie, franchement. Alors, bien sûr, on va me répondre que oui, mais le climat était clément, le réchauffement fait qu'on n'a pas eu besoin de se chauffer. Oui, c'est pipeau. Non, on a réussi, en s'énervant un peu, à remettre en route un certain nombre de réacteurs nucléaires qui nous ont permis d'avoir de l'électricité. Un peu cher, mais bon. Au niveau du gaz, écoutez, on a trouvé des fournitures alternatives. Et même les Allemands, qui étaient tributaires du gaz russe à 60%, à plus de 60%, ont trouvé en quelques mois des fournitures alternatives. Donc il y a une capacité d'adaptation en France et en Europe qui est considérable. L'Europe qui bénéficie d'ailleurs d'un nouveau consensus aujourd'hui, ça ne faut pas l'oublier. Les Russes qui pensaient pouvoir fissurer cet ensemble de l'Union européenne, et c'est vrai qu'il était un peu bancal, s'est réunifié en trouvant un adversaire commun qui est la Russie lors de son agression face à l'Ukraine. Donc je trouve que la situation, elle n'est pas... Alors côté social, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, parce qu'il y a encore des queues d'inflation qui restent à venir, mais on est en train de le résoudre. Il y a un accord qui est important, qui a été proposé par le patronat et les syndicats et qui a été accepté par le gouvernement pour pouvoir distribuer plus d'intéressement et de participation aux salariés quand une entreprise fait des bénéfices. Et ça, c'est parfaitement logique, c'est bien. Si vous gagnez de l'argent, vous le distribuez. Si vous n'en gagnez pas, vous ne le distribuez pas. Et là, actuellement, il y a un peu d'argent à distribuer. On va donc le Non, alors les syndicats sont en train d'essayer de reprendre la maîtrise du dialogue social. Ce sont les représentants des salariés. Ils doivent être légitimes, ils doivent être représentatifs. Ils sont en train de redevenir, j'allais dire, désirables. Donc ils vont trouver plus de militants. Et puis ils vont pouvoir négocier, soit avec le patron, soit avec le gouvernement, notamment tout ce qui concerne notre système paritaire, notre modèle social, auquel tout le monde vient comme à la prunelle de ses yeux. Que pensez-vous des suggestions de Piketty, justement à propos de la réforme des retraites, proposant d'augmenter la CSG pour les 500 premières fortunes françaises de façon à combler le déficit du système des retraites? Écoutez, Piketty, il fait des livres pour les vendre. Donc, quand vous êtes pessimiste, vous faites de l'audience. Quand vous parlez des impôts, vous pouvez vendre des livres. Il va d'abord vendre des livres aux 500 plus grosses fortunes pour savoir à quel... Non, je crois pas que Piketty peut dire ce qu'il veut. Nous sommes un des pays au monde où le taux d'imposition global est le plus lourd et le plus important. On a prouvé qu'en baissant les impôts de production, en baissant l'impôt sur les bénéfices des sociétés,
on réanimait le système pour investir et pour avoir de l'activité. Et on a bien vu qu'on a parfaitement bien réagi au confinement Covid, on a parfaitement bien réagi à la crise en Ukraine et que ça se passe bien. Les Américains viennent de faire un énorme plan de relance et de protection de leur industrie par des subventions et des réductions fiscales. Je crois que le secret de l'activité, le secret de la croissance et du redressement, c'est le reflux fiscal. Ce n'est pas du tout l'imposition. L'imposition, c'est une punition. On arrête de punir les gens. Au contraire, plus on a d'argent dans une entreprise, plus on pourra en redistribuer sous forme de salaire, sous forme de dividendes et sous forme d'intéressement. En ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, pensez-vous que l'on doive subventionner à tout va l'armée ukrainienne? Et est-ce qu'on pourra le faire pendant des années? Est-ce que ça ne menace pas les finances des pays européens? Mon point de vue est que de subventionner l'armée ukrainienne, c'est-à-dire d'aider les Ukrainiens à se défendre de cette agression, ça nous permet de nous aider nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Si on laissait l'Ukraine se faire envahir par la Russie, elle serait en contact direct avec les États européens. Et on voit bien que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est notre système politique, la démocratie libérale, c'est notre système de valeurs, notamment la liberté individuelle, et puis c'est aussi notre système d'organisation économique qui est lié sur le capitalisme, la propriété privée des actifs de production et la concurrence. Et si on lâche là, eh bien on s'aperçoit que dans la logique de la Russie, dans la logique de Poutine et dans la logique des pays autoritaires, eh bien, on ne peut pas accorder la liberté individuelle et on ne peut pas non plus accorder une grande liberté aux chefs d'entreprise parce que derrière ça, ils perdent le pouvoir. Donc il fallait se battre pour ça et je crois qu'il faut continuer. Et le fait que Joe Biden ait montré physiquement c'est courageux quand même, ce qu'il a fait, je trouve, d'aller à Kiev pour embrasser Zelensky et assurer le peuple d'Ukraine de son soutien. Il a montré que l'agression russe avait reconstitué dans le monde un bloc de l'OTAN qui était un peu fissuré, un bloc dans lequel d'ailleurs il y a un bloc européen qui est en train de trouver des facteurs de consolidation plus forts que ceux qu'ils avaient avant. Et puis, de l'autre côté, une série d'États qui restent ancrés dans des régimes autoritaires, centralisés. Dictatoriaux et soviétisés, puisque Poutine va revenir à un modèle économique soviétisé. Je n'ai pas le sentiment et je n'ai pas le souvenir en tant que petit historien que le système soviétique ait été couronné de succès sur le plan économique. Alors justement, à propos de cette guerre, parlons de ses effets sur la mondialisation, sur les échanges, sur le commerce international. Est-ce que la belle époque où le commerce était une donnée importante, la liberté du commerce, entraînait, enfin on pensait que ça entraînerait la paix perpétuelle, puisque tout marchait, plein emploi, échange en augmentation. C'est la mondialisation heureuse, comme disait. Augmentation du niveau de vie des pays pauvres. Est-ce que ça c'est fini ou On a beaucoup pensé que la mondialisation serait heureuse, comme l'écrivait Alain Minck. On a beaucoup pensé qu'elle contribuerait à la paix, qu'elle contribuerait à l'universalité des valeurs, qu'elle contribuerait à un arrêt des antagonismes, et on s'aperçoit que c'est un peu raté. C'est vrai que cette mondialisation qui s'est développée à une vitesse très rapide après l'effondrement du bloc soviétique, c'est-à-dire l'effondrement du mur de Berlin, cette mondialisation devait contribuer à multiplier les échanges, assurer la libre circulation des capitaux, des hommes et des idées. Ça a marché pendant 20 ans. Entre 2000 et aujourd'hui, 2000 et 2022, l'affaire de l'Ukraine. Les difficultés qu'ont la Chine aujourd'hui prouvent que ça va avoir beaucoup de mal à perdurer. Parce que la Russie s'est complètement mis en opposition avec l'Occident, considérant que l'Occident véhiculait des valeurs de perversion, des valeurs d'excès, des valeurs de... Et donc elle se coupe de la scène internationale.
La Chine a beaucoup de mal à accepter une ouverture de son propre marché. Donc l'idée qu'on avait, qui était de dire faisons des développements économiques, faisons des échanges, ça va asphyxier les pays autoritaires, ça va débrocher les pays autoritaires. Le miracle ne s'est pas produit, c'est tout le contraire qui s'est produit, puisque la Russie a renforcé son totalitarisme pour l'instant, et puis ses moyens militaires, et la Chine, on le voit bien après l'époque du Covid, a eu du mal à gérer l'histoire du Covid, mais la Chine n'a pas réouvert son marché intérieur, etc. Alors la Chine ne s'engage pas idéologiquement très fort dans le débat international parce que la Chine a terriblement besoin des échanges internationaux. La Chine a besoin d'avoir les magasins Walmart américains qui acceptent toutes les fabrications qui lui permettent d'employer presque 1 milliard de Chinois. La Chine a besoin de pouvoir faire du commerce avec l'Europe. Au total, c'est à peu près le chiffre d'affaires entre l'Europe et les États-Unis, c'est plus de 1 000 milliards par an. Hein. Donc ça rigole pas. C'est 1, 2, 3 points de croissance. Et la Chine a besoin de ces 1, 2, 3 points de croissance. Et nous avons-nous besoin de la Chine ? Nous aurions besoin, effectivement, de faire du commerce avec la Chine. Peut-être que nous avons un peu abusé pendant la grande période là, de ces 20 dernières années des délocalisations industrielles. On s'est aperçu que, visiblement, ça nous avait perturbé, ça avait créé une classe moyenne, ça avait appauvri la classe moyenne en Occident, d'où les mouvements populistes qu'on a eus en France Occident, aussi, des fermetures d'usines. En France, au Brexit, en Angleterre et aux États-Unis avec Donald Trump. Mais aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il fallait sans doute réindustrialiser un peu, donner de la valeur à nos industries. Bon, il y a des entreprises, il y a des pays qui vont y arriver, les Américains vont y arriver parce qu'ils mettent les moyens, les Anglais sont bien obligés de le faire parce qu'ils ne sont plus dans l'Europe, et les Français vont avoir du mal à le faire. Voilà. Donc, Pourquoi les Français vont avoir du mal à le faire ? Parce qu'on a perdu notre industrie. Il va falloir tout refaire, tout reconstruire. On avait dans l'idée que la France pouvait être un pays où son PIB se fabriquait avec des services, l'industrie du luxe et de l'énergie. L'industrie du luxe, c'est faramineux. La richesse que ça peut apporter au pays, mais ça ne suffit pas. Ça crée beaucoup d'emplois. L'industrie des services et le digital, on sait que c'est pas marginal, c'est important, les start-up françaises, mais ça reste quand même une part minoritaire de notre PIB. On n'a pas les GAFAM américains, on a LVMH et tous les artisans et toutes les entreprises de luxe, c'est déjà pas mal. Bon, mais il nous faut une industrie intermédiaire, une industrie de transformation. Notamment pour pouvoir conserver nos industries automobiles de façon à occuper les marchés nationaux, et puis l'industrie textile aussi, où on n'a plus rien, il n'y a plus rien. Mais donc, comment expliquez-vous que, par exemple, l'industrie des centrales nucléaires est à ce point perdue de son efficacité, disparition des ingénieurs, disparition des ouvriers spécialisés, et que l'on se retrouve, ou on s'est retrouvé avec un certain nombre de centrales en panne ? Écoutez, je ne vais pas m'embarquer dans des scénarios dont je ne connais pas forcément les détails. Mais a priori, il y a eu une erreur politique flagrante. Alors, cette erreur politique, c'est une erreur politique qui a été Hollande, prise, à l'époque de Hollande. Principalement sous le quinquennat Hollande, qui a été obligé de donner des gages à son mouvement écologiste, à ses courants écologistes français. Et les courants écologistes français étaient sous influence des courants écologistes allemands. Et les courants écologistes allemands avaient gagné en Allemagne puisqu'ils avaient éliminé le nucléaire et ils avaient mis les Allemands dans les bras des Russes. Parce qu'on considérait que le gaz russe était beaucoup moins carboné que le gaz américain ou que le charbon, à juste titre, etc. Donc là, il y a eu un courant écologiste vert qui a effectivement perturbé. Et qui a d'ailleurs totalement censurer l'industrie nucléaire, empêcher l'industrie nucléaire de s'entretenir d'abord, d'où les fissures, d'où le mauvais entretien des réacteurs, et puis de se développer ensuite, d'où les difficultés avec les EPR. Donc ce mouvement, cette industrie des verts, s'est embarquée dans l'antinucléaire, sans savoir exactement pourquoi, pour des raisons éthiques, pour des raisons idéologiques, parce que c'est quand même l'industrie la plus propre, c'est la plus décarbonée, c'est la plus... Et alors, ici, le dernier argument, c'est la question de sécurité. Oui, le retraitement des déchets. Le retraitement des déchets, mais ça, le retraitement des déchets, le problème, c'était la sécurité des centrales. Ils ont fait planer un espèce d'angoisse générale sur le fonctionnement des centrales. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a eu Tchernobyl,
qui était véritablement le produit de la mauvaise organisation soviétique de l'époque. Et puis il y a eu Fukushima au Japon, qui est le résultat non pas d'un défaut de fonctionnement de la centrale nucléaire, mais d'un raz-de-marée. Oui. Alors il y a eu une erreur, c'était d'avoir mis une centrale nucléaire au bord de mer, dans un endroit où il y avait des raz-de-marée. Mais bon, c'est pas... Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu beaucoup d'accidents nucléaires, hein, beaucoup de catastrophes nucléaires, il n'y en a pas eu d'autres. Il y a beaucoup moins de morts que par le charbon. Bon, oui, évidemment. Évidemment. Alors, que pensez-vous de l'attitude du président Macron pendant toute cette affaire des retraites? Est-ce qu'il a bien fait de ne pas trop se mettre en avant? Il lance des pics de temps en temps, il demande que Total baisse le prix de l'essence. Enfin, il est à la fois loin et près. Oui, c'est tout en même temps. Oui, voilà. Voilà. Non, mais écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut du président de la République. Moi, je ne veux pas l'accabler. Hein. Non, mais on n'est pas là pour l'accabler. Je ne sais pas qui peut le remplacer aujourd'hui. Il n'y a aucune alternative possible. Alors, c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué par le système de retraite. Je ne connais pas sur l'échiquier politique quelqu'un qui a un projet alternatif à la réforme des retraites. On n'a pas eu de présentation, hein. On a passé du temps et du temps à s'engueuler à l'Assemblée nationale, mais personne n'a sorti un document en disant « Écoutez, est-ce que vous pouvez étudier mon document ?» Donc, non, je crois que quand il s'occupe des choses, on lui reproche de s'occuper de tout, et quand il s'en occupe pas, on lui reproche d'être absent. Moi, je pense qu'il va falloir calmer un peu les jeux. C'est difficile parce qu'il s'est mis dans une situation compliquée. Il a réduit à quasiment à néant tous les corps intermédiaires, il a les élus locaux, les chefs syndicaux, etc., dans son premier quinquennat, et donc il se retrouve tout seul, Jupiter, avec une verticale de pouvoir qui est très forte entre lui, Matignon et Bercy. Donc, c'est le problème. Maintenant, est-ce qu'il va terminer son quinquennat? Évidemment, parce que les fonctions régaliennes sont relativement bien gérées. On n'a pas de problème sur les fonctions régaliennes. Alors, c'est vrai que les positions françaises dans la guerre en Ukraine sont parfois débattues, sont parfois discutées, mais globalement, la France, n'étant pas touchée directement dans son petit confort personnel, ne voit pas d'inconvénient à ce qu'on aille se battre, ou qu'on aide des gens à se battre pour notre propre liberté, parce que c'est un peu ça. Hein. Par exemple, notre image en Afrique s'est beaucoup dégradée. Alors, notre image en Afrique s'est beaucoup dégradée parce que les Africains ont été sensibles à l'influence à la fois des Chinois dans un premier temps et puis ensuite des Russes dans un deuxième temps. Peut-être aussi à la suite du fait qu'à ses débuts, le président Macron a traité un peu les chefs d'État africains et les questions africaines, disons, d'une façon assez légère. Il a essayé de faire changer les rapports le logiciel que nous avions avec l'Afrique. C'était peut-être un peu tôt. Je crois que les Africains ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin que notre mémoire ne s'efface pas automatiquement, comme sur les ordinateurs, et ils ont besoin aussi de développement économique et d'incitation et de marché. On a peut-être manqué de leur donner ou de leur offrir les moyens de faire du business. Et ce dont ils ont besoin, c'est du business. Parce qu'ils ont besoin de prospérité économique, d'amélioration de la vie quotidienne, du pouvoir d'achat, et puis d'investir et un achat. Donc ils ont besoin de tout ça, et ils doivent être, comme tous les êtres humains sur la planète, savoir le faire si on les laisse faire. Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre. Merci. Très optimiste ce que de vos réflexions, toujours très enrichissantes. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir écouté cette émission. À bientôt.